Allez, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet absolument incontournable, un vrai classique de l'EDN que vous allez croiser tout le temps en pratique, l'item 155 sur les infections à candida. On va parler de tout, de la petite fissure au coin de la bouche jusqu'aux infections bien plus sérieuses. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce champignon opportuniste pour que vous sachiez le reconnaître, le comprendre et bien sûr le traiter. On va tout voir, de la physiopathologie à la thérapeutique. C'est parti. Bon, voilà notre plan de vol. C'est simple, on va suivre une progression logique, comme en consultation. D'abord, on va comprendre l'ennemi, avec la physiopathologie. Ensuite, on verra comment il se manifeste, d'abord sur les muqueuses, puis sur la peau et les ongles. Après ça, on parlera diagnostic, quand est-ce qu'on prélève et comment. Puis, l'arsenal thérapeutique. Et on terminera bien sûr avec un résumé des points clés, le must-know pour l'examen. Alors, on commence par les fondations, la physiopathologie. C'est essentiel, car pour bien traiter, il faut d'abord comprendre comment un microbe qui vit normalement avec nous peut soudainement devenir un agresseur. C'est toute la subtilité de l'infection opportuniste. Ok, le concept numéro 1, celui qu'il faut absolument graver dans votre tête, c'est celui-ci. Candida albicans, dans la vie de tous les jours, est un endosaprophite. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il vit tranquillement sur nos muqueuses, dans notre tube digestif, sans poser de problème. Il ne devient méchant, pathogène, que si quelque chose perturbe l'équilibre, soit localement, soit au niveau de nos défenses immunitaires. Et retenez cette règle d'or, sur une peau saine, il n'y a jamais de candida. Si on en trouve, ce n'est pas une simple colonisation, c'est une infection. Alors, qu'est-ce qui fait que tout bascule? Pour faire simple, imaginez deux catégories de facteurs. D'un côté, les facteurs locaux, tout ce qui crée un petit nid douillet pour le champignon. L'humidité, la macération dans les plis, typiquement chez les personnes en surpoids. Pensez aussi aux irritations chroniques, comme une prothèse dentaire mal ajustée. De l'autre côté, les facteurs généraux, ceux qui touchent l'organisme entier. L'immunosuppression est évidemment en tête de liste, le VIH, un traitement par corticoïdes ou encore le diabète. Le diabète, c'est un point clé. L'excès de sucre, c'est comme donner de l'engrais au candidat. Et bien sûr, n'oubliez pas les situations plus banales, comme la grossesse, les âges extrêmes de la vie, et le grand classique, la prise d'antibiotiques, qui détruisent la flore bactérienne protectrice et laissent le champ libre aux champignons. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons au concret. La clinique. Comment est-ce que ça se présente? On commence par le terrain de jeu favori du candidat, les muqueuses. Dans la bouche, le candidat peut prendre plusieurs visages. Il y en a 4 à connaître par cœur. La perlèche, c'est cette petite inflammation fissuraire et douloureuse au coin des lèvres. La glossite, la langue devient toute rouge, lisse, comme si on l'avait vernie, parce qu'elle a perdu ses papilles. La stomatite, c'est toute la bouche qui est rouge, douloureuse, avec une sensation de sécheresse. Et enfin, le plus célèbre, le muguet. C'est l'image classique, cet enduit blanc un peu crémeux qui recouvre la langue ou les joues, et point très important, qui se détache quand on gratte, laissant une muqueuse rouge en dessous. Ça, c'est quasi pathognomonique. Attention, ici, on enfile notre casquette de détective. Une perlèche, ce n'est pas forcément un candidat. Ça peut être une bactérie, un streptocoque, ou même plus rare, un herpès ou une syphilis. Une langue toute rouge, une glossite, ça doit aussi faire penser à une carence en fer par exemple, ou à une langue géographique qui est totalement bénigne. Il faut avoir ces diagnostics différentiels en tête pour ne pas sauter trop vite à la conclusion mycose. Alors là, attention, mettez des néons clignotants autour de cette information, c'est le piège classique des examens. Je le répète, trouver du candida albicans dans les selles ne veut absolument rien dire. C'est un habitant normal de notre tube digestif. Donc une coproculture qui revient positive pour candida, on l'ignore. Le diagnostic d'une candidose digestive, comme une œsophagite, se fait par endoscopie et sur la clinique, jamais sur une analyse de selles. C'est vraiment un point capital. Maintenant, au niveau génital, c'est vraiment le jour et la nuit entre l'homme et la femme. Chez la femme, la vulvovaginite à candida, c'est extrêmement fréquent. Le tableau est souvent très parlant, des démangeaisons intenses, un prurit féroce et des pertes blanches, épaisses, que l'on compare classiquement à du lait caillé. Chez l'homme, c'est tout l'inverse. La balanita candida est rare et souvent très discrète, avec juste une petite rougeur. Et là, message très important, un vrai drapeau rouge, une lésion du gland qui traîne chez un homme, on ne prend aucun risque. Au moindre doute, c'est une biopsie pour éliminer un cancer. Ok, on a vu les muqueuses, maintenant on change de terrain, on passe à la peau et aux fanères, c'est-à-dire les ongles et les cheveux. Même si pour le candidat, ce sont surtout les ongles qui nous intéressent. C'est là qu'on va parler d'intertrigo. L'intertrigo à candida a une carte d'identité très précise qu'il faut savoir lire. Imaginez le pli, le fond est rouge vif, sa suite, c'est souvent fissuré et douloureux. Mais les signes qui crient candida, ce sont ceux qui sont à la périphérie. Vous avez une petite bordure qui pèle, la collerette desquamative.
Et surtout, le signe quasi-pathognomonique, des petites pustules satellites, comme des petites îles autour de la lésion principale. Ajoutez à ça le fait que c'est souvent bilatéral et symétrique, et le diagnostic est quasiment certain. Et voilà le tableau qui peut vous sauver la mise. Face à un intertrigo, c'est une véritable checklist mentale qu'il faut dérouler. Est-ce que c'est unilatéral, avec une bordure très nette et un centre qui semble guérir? Ça sent le dermatophyte. Est-ce que c'est rouge vernissé, très bien délimité, sans pustule? C'est sûrement un psoriasis inversé, il faut chercher d'autres plaques de psoriasis ailleurs. Est-ce que ça démange énormément avec un aspect d'eczéma? Pensez à une dermatite de contact. Et enfin, si c'est brunâtre, sec et que ça ne gratte pas, sortez la lumière de Wood, une fluorescence rouge corail, et hop, c'est un érythrasma. Pour les ongles, il y a une chronologie à respecter, une histoire en 2 temps. Ça, c'est super important. L'infection à Candida ne commence pas par l'ongle, elle commence autour de l'ongle. C'est ce qu'on appelle le périonyxis ou paronychie. Le pourtour de l'ongle, le bourrelet, devient rouge, gonflé, douloureux. On peut même faire sortir du pus en appuyant dessus. Et ce n'est que dans un second temps que l'ongle lui-même est atteint. C'est l'onyxis. Et là aussi, il y a une différence. Le candida attaque l'ongle par la base et les côtés, alors que les dermatophytes l'attaquent par le bout. Bon, on a vu que la clinique est reine, elle est souvent très évocatrice. Mais parfois, on a un doute, ou le traitement ne marche pas. C'est là qu'intervient le diagnostic mycologique. Voyons quand et comment on s'en sert. Alors, est-ce qu'on prélève à chaque fois? La réponse, c'est non. Et c'est un non franc et massif. Devant un tableau typique de muguet ou d'intertrigo candidosique, on traite d'emblée. On réserve le prélèvement aux formes qui ne sont pas claires, aux doutes diagnostiques et surtout en cas d'échec d'un premier traitement bien conduit. C'est une question de pertinence des soins. Quand on fait un prélèvement, comment ça se passe au labo? Il y a 2 étapes clés. D'abord, l'examen direct au microscope. Ce qu'on cherche, ce ne sont pas juste des levures. Le vrai signe de l'infection, le signe de pathogénicité, c'est de voir des pseudo-filaments. Ça veut dire que le champignon est en train de s'organiser pour envahir les tissus. Ensuite, il y a la culture qui prend environ 48 heures. Elle permet de confirmer que c'est bien Candida albicans ou parfois d'identifier une autre espèce qui pourrait être résistante. Allez, on a le diagnostic, maintenant comment on traite? C'est le moment de sortir l'arsenal thérapeutique. Et là, il ne s'agit pas juste de donner un médicament, l'approche doit être bien plus globale. Pour le traitement, il y a une règle d'or, une stratégie en 3 temps. Si vous en oubliez un, ça ne marchera pas. Étape 1, la plus importante, s'attaquer aux facteurs favorisants. Sécher les plis, équilibrer le diabète, revoir la prothèse. Sinon, c'est la récidive assurée. Étape 2, traiter tous les foyers en même temps. Et étape 3, choisir le bon antifongique. La règle, c'est le traitement local en premier. On ne passe au traitement systémique, par la bouche, que si c'est très étendu, si ça touche les ongles ou si le patient est immunodéprimé. Quand on passe au traitement systémique, il y a une hiérarchie à connaître. La star, c'est le fluconazole, en première intention. Mais attention, point de vigilance énorme et question d'examen classique, il a plein d'interactions médicamenteuses parce qu'il passe par les cytochromes PK150. Donc on vérifie toujours les autres traitements du patient. L'amphotéricine B, c'est plutôt pour les cas graves à l'hôpital. Sa forme en sirop, par contre, est intéressante. Elle n'est pas absorbée et agit comme un traitement local dans le tube digestif. Enfin, la terdinafine. C'est un excellent antidermatophyte, mais elle est moins efficace sur Candida. C'est donc un second choix. Pour la candidose buccale, tout dépend du terrain. C'est vraiment la question à se poser. Est-ce que le patient est immunocompétent ou non? Si oui, un traitement local suffit la plupart du temps. Un bain de bouche ou un gel antifongique pendant 1 à 3 semaines. Par contre, chez un patient immunodéprimé, on ne prend pas de risque. On combine d'emblée un traitement local et un traitement systémique par fluconazole. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque élevé que l'infection descende dans l'œsophage et ça, il faut absolument le traiter. Et pour les autres localisations, on reste sur la même logique. La vulvovaginite, c'est un traitement local avec ovule et crème. Pour la balanite, une crème locale et on n'oublie pas de traiter le ou la partenaire. Pour l'intertrigo, crème antifongique et surtout des mesures pour garder la zone sèche. La seule vraie exception, c'est l'onychomycose. Comme les crèmes pénètrent mal dans l'ongle, le traitement systémique par fluconazole est souvent nécessaire pour s'en débarrasser. Voilà, on a fait le tour. Pour finir, on va synthétiser tout ça. C'est le moment de sortir les surligneurs pour les points clés, les informations à haute rentabilité à retenir pour le jour J. Ok, récapitulons. S'il ne fallait retenir que 4 idées forces de tout ce qu'on vient de dire, ce serait celle-là. Premièrement, Candida n'est un opportuniste. Pas de facteurs favorisants, pas d'infection. Donc cherchez-les systématiquement. Deuxièmement, sur la peau, Candida n'est jamais innocent. Sa présence, c'est une infection. Point. Troisièmement, le diagnostic, c'est d'abord avec vos yeux. La clinique prime. On ne fait un prélèvement que si on a un doute ou si le traitement échoue. Et enfin, quatrièmement,
Traiter la cause est aussi important que traiter la conséquence. La correction des facteurs favorisants, c'est la clé pour éviter les récidives. Et pour être sûr que tout est bien en place, une dernière petite question, un cas clinique flash. Vous avez un patient avec un intertrigo des grands plis, il est bilatéral symétrique et vous voyez ces fameuses petites pustules en périphérie. Votre diagnostic prioritaire, c'est bien sûr l'intertrigo candidosique. C'est exactement ce type de réflexe clinique que vous devez avoir. Voilà, merci de votre attention, bon courage pour vos révisions et on se retrouve très vite pour un prochain item.